Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Bon, Maxime Delan est parti en vacances là, sur une plage quelconque, là, douteuse. On le laisse aller. Il va se reposer. Mais quand on remplace, nous autres, on remplace. Là. On remplace pas par un plan B. On reste dans la liste A. Christian Page est avec nous. Christian, et sa doudoune. Qu'est-ce que t'as sur le dos, Christian? Une doudoune? Une doudoune, il fait froid. Il fait frais dans ton coin. Demain, hein? La cramo, il sort de ta caverne. Oui, effectivement. Demain, ce sera le soude de skidoo. Au lit pour dormir. Ouais. Merci, Christian, de prendre la relève. Puis je me suis dit, ça serait le fun que tu viennes. Puis là, il va faire froid en fin de semaine. Puis on va faire ça tout le reste de la semaine prochaine, sauf lundi. Mais tes recensions de films, de séries, de livres aussi, là, qui t'intéressent, toi. Puis je pense qu'ils intéressent les gens. Puis aujourd'hui, tu veux faire ça sur Frankenstein. Oui, en fait, ce que je vais essayer de te proposer, c'est à la fois un film, mais également un livre qui ajoute de l'information et qui permet d'aller en détail sur une histoire qui aurait été adaptée au cinéma, très souvent d'après une histoire vraie. Et toi et moi, on sait que l'histoire vraie est souvent très éloignée de la réalité. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai choisi Frankenstein parce que, comme tu le sais, hier, on a donné la liste des films qui étaient en nomination pour les Oscars, et Frankenstein est en belle position. Hein, il est nommé dans 9 catégories différentes. C'est un film, je sais que tu es un adepte de Netflix, donc c'est un film qu'on retrouve sur Netflix, et c'est un film assez long, 2h30 à peu près, et il y a des bons côtés, des mauvais côtés à Frankenstein. Donc pour les gens qui l'ont vu, rappelons que c'est une adaptation d'un roman qui est paru en 1818. C'est le roman de Mary Shelley, Frankenstein, ou le Prométhée moderne. Certains ont reproché au film, qui est une adaptation cette fois de Guillermo del Toro, un réalisateur espagnol, et on a reproché un peu au film peut-être d'être trop appliqué sur la version du livre, qui, faut quand même le dire, il a été écrit il y a 2 siècles, donc les préoccupations morales ne sont pas nécessairement les mêmes, les préoccupations religieuses ne sont pas non plus les mêmes. Donc, on a dit le film est un peu longuet. On a également reproché au monstre Frankenstein de ne pas être aussi terrifiant que les adaptations précédentes. Il faut se rappeler que le roman avait été adapté une première fois en 1931. C'était Boris Karloff qui incarnait le monstre. Oui. Oui. Et puis ensuite, il y a eu toutes sortes de réadaptations, et on se rappelle, notre génération, on se rappelle beaucoup toute la saga des films Frankenstein, des studios Hammer, adaptés, avec toujours Peter Cushing, qui joue le rôle de Victor Frankenstein, à courir après sa fameuse créature qui s'échappe partout. Un monstre incontrôlable, une espèce de saclique du film d'horreur. À peu près. Mais donc, c'était un peu primaire. Le film en question dont tu parles, Christian Page, tu sais, le livre, je l'ai lu, moi, 2 fois, c'est long, il y a des bouts, là, c'est insensé, la trame narrative n'a pas de maudit bon sens, mais ça, ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est la réalité, je dirais, de l'époque, là. Tu sais, on essaie de reproduire une science qui n'existait pas, mais aussi la façon là qui ramasse les corps, qui débite les corps, c'est troublant. Ça, j'ai trouvé ça horrifiant, moi. Oui, mais en fait, tu as tout à fait raison, Benoît, parce que lorsque Mary Shelley écrit le roman, c'est pas tant l'idée d'écrire un roman d'horreur que d'écrire un roman sur une espèce de réflexion, parce qu'on est au siècle des Lumières, de plus en plus on fait confiance à la science, la religion est de plus en plus mise un peu en veilleuse, et à ce moment-là, on se dit, OK, si les hommes se mettaient à jouer à Dieu, d'ailleurs, il y a une phrase dans le film qu'on retrouve également dans le livre, elle dit, où une jeune femme a dit à Victor Frankenstein, elle dit « Tous les hommes qui se prennent pour Dieu sont des monstres ». Donc, on voit l'impact de cette phrase-là. Et effectivement, je dirais la faiblesse du film de Guillermo del Toro, c'est peut-être d'avoir essayé de véhiculer davantage ce message humaniste, philosophique, et au détriment d'un film d'horreur tel qu'on s'y attendait. Cela étant dit, Benoît, il faut quand même savoir que l'histoire derrière le roman, elle est peut-être plus fascinante que le film lui-même. Les gens s'imaginent que Mary Shelley a comme écrit
ce livre-là, assise au bout de son comptoir, là, pendant que ses enfants allaient à l'école. Et c'est pas comme ça que ça s'est produit. On a même fait un film sur l'histoire du comment le roman a été écrit. Hein, il faut se ramener à l'époque. Il y a quelque chose de fabuleux qui va se passer. On est en 1816. On est dans une villa qui est sur les bords du lac Léman en Suisse. C'est la villa Diodati. Et à ce moment-là, on est au début du 19e siècle, là, donc 1816. On voit apparaître dans l'Angleterre de la période un peu avant l'ère victorienne, on voit apparaître un groupe élitiste qui s'oppose un peu à la religion. Donc des grands penseurs, particulièrement des philosophes, particulièrement des auteurs et des poètes, qui s'assurent à chaque fois de piquer un peu la religion. Et dans ce petit groupe élitiste, on retrouve en particulier 4 personnes. D'abord Lord Byron, qui d'ailleurs est né avec un pied beau, il marche en boitant, donc les gens, c'est facile de dire voilà l'incarnation du diable. Lord Byron, son bon ami est Percy Bysshe Shelley, qui est un poète, et ce Percy Bysshe Shelley, faut-il le dire, alors qu'il était à l'université, a écrit un petit document pamphlétaire qui s'intitulait La nécessité d'être athée. Tu t'imagines la publication d'un document comme celui-là au début du 19e siècle? Ouais. C'est plutôt choquant. L'ami de cœur à ce moment-là de Percy Shelley, c'est évidemment Mary Wollstonecraft, qui va devenir Mary Shelley. Et il y a également avec eux le docteur Polidori, John Polidori, qui est un ami, en fait, l'amant de Lord Byron. Donc, tous ces gens-là se réunissent dans la villa de Diodati et on se lance un défi. Cette nuit, qui écrira l'histoire la plus terrifiante? Donc, chacun s'isole de leur côté et au petit jour, on sait que Mary Shelley a écrit les premières lignes de Frankenstein. On sait que le docteur Polidori va avoir écrit les premières lignes d'une pièce de théâtre qui sera jouée éventuellement en 1819, qui s'intitule The Vampire. Donc, on a 2 grands monstres du cinéma et de la littérature qui apparaissent à Diodati, à savoir Frankenstein et The Vampire. Le même Vampire qui d'ailleurs va inspirer Bram Stoker en 1897 pour son roman sur Dracula. Bon. Mm-hmm. Et c'est comme ça que le roman apparaît. On ne sait pas ce que Byron a écrit, on ne sait pas ce que Shelley a écrit, mais au moins ces 2 œuvres-là nous sont restées, nous sont parvenues, et on comprend que dans le roman de Mary Shelley, il y avait toute une espèce de préoccupation. Ce qui est d'autant plus, il y a comme une histoire à 3e volet. Mais d'où vient l'idée de Mary Shelley? Et là, on entre dans le ténébreux. Comme elle vivait sur les bords de l'Allemagne, comme ils ont beaucoup visité l'Allemagne, ils ont visité notamment le château Frankenstein et ils ont appris l'histoire d'un mystérieux personnage qui s'appelle Konrad Dippel. Konrad Dippel, c'est un personnage comme tu les aimes, sulfureux, escroc, à peu près tout ce qu'il pouvait faire. En fait, il est diplômé de médecine et il fait également de la chimie. Il faut quand même comprendre, là, on est à ce moment-là à la frontière, on est sur le passage du 17e au 18e siècle. Dippel est né dans le château Frankenstein, dont une partie était un hôpital à l'époque, et il va rester obsédé par le château Frankenstein. Donc, toute sa vie, il va errer à travers l'Europe. Il est, comme je l'ai mentionné, très sulfureux, fait des concoctions un peu bizarres. Il va écrire sous différents noms de plumes des ouvrages à caractère religieux où il s'en prend vertement à l'Église. On va le bannir de plusieurs villes justement à cause de ses positions contre l'Église. Mais il est également fasciné par la science. Donc on l'accuse également de déterrer des cadavres, de faire des travaux sur des cadavres. En fait, beaucoup de gens font ça. À l'époque, on s'intéresse beaucoup à l'anatomie. Des chercheurs vont récupérer des cadavres dans des morgues. On fait des dissections pour voir comment tout ça fonctionne. Mais comme Dippel s'est déjà mis à dos l'Église, il devient rapidement, il se retrouve dans le collimateur de toutes les instances religieuses des villes où il passe. Et dans ses escroqueries, il va inventer un élixir de vie. Ah oui, ben oui. Sur la foi, pourquoi pas? Et sur la foi de cet élixir de vie, il va retourner voir la famille Frankenstein et il va proposer d'acheter le château Frankenstein en échange de cet élixir de vie.
ça fonctionnera pas, hélas, il faut croire que l'agent immobilier de la famille Frankenstein est à bout ici. on a eu le temps de le constater, hein? Ça marche pas. Mais ça, donc Mary Shelley s'est inspirée de son entourage, s'est inspirée, mais ça, j'avais pas retenu ça, puis Christian, j'ai lu là-dessus aussi, mais j'avais pas retenu que on avait lancé le Vampire en même temps, cette même nuit-là. Là. Cette même nuit, tout à fait. Et je sais que le temps file, mais si les gens veulent en savoir davantage sur ce que je t'ai raconté, Mary Shelley, son inspiration de Vampire avec John Polidori et aussi le personnage de Dippel, j'ai fait un travail, je suis allé dans ma bibliothèque et je t'ai trouvé cet ouvrage, Frankenstein, en français, bien sûr, par Radu Florescu et Mattei Kazaku, où on raconte toute l'histoire qui a inspiré à la fois le livre et qui étaient les personnages sulfureux dont on s'est inspiré. Donc, si le film Frankenstein vous allume quelque chose, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la réflexion, comment tout ça, quelles ont été les assises de cette histoire-là, ben pourquoi pas pousser un peu plus loin dans cet excellent livre. D'ailleurs, Christian, je ne sais pas si ça pourrait faire partie de tes suggestions, si vous l'avez vu, mais il y a un auditeur qui nous propose le film Gothique de 1986 de Ken Russell. Il dit que ça raconte aussi l'histoire de la création de Frankenstein, si jamais vous voulez vous lancer dans un film. Oui, tout à fait. Ce film gothique, c'est l'histoire de la réunion des quatre à Diodati. Donc, comment ça se passe, comment ils vont se défier les uns et les autres pour écrire cette histoire d'horreur. Donc, quand on parle de la motivation d'écrire le roman est suffisante pour faire un film à lui seul, ça nous montre qu'on n'était pas nécessairement dans le quotidien là, de tous les jours avec ce groupe très élitiste et très particulier qui ont marqué la culture populaire. C'est bon, je savais que ça allait être bon. Merci Christian Page, on se rappelle mardi, OK, à peu près à la même heure. Puis, absolument. Oublie pas ta doudoune. Il va faire frais. Il oublie, il n'allait pas trop en fin de semaine non plus. Moi, je l'ai en dessous, elle paraît pas. Salut! T'as des bas de laine.